si vous me suivez depuis un moment, vous m'avez sûrement déjà pas mal entendu faire des parallèles entre l'émergence du nazisme aux États-Unis, pardon, trop en avance, en Allemagne avec ce qui se passait à cette époque-là aux États-Unis. J'ai déjà beaucoup répété que Henry Ford, qui est le créateur du Fordisme, c'est-à-dire du capitalisme qui, genre, a derrière dominé les États-Unis pendant quasiment 30 ans, était un admirateur d'Adolf Hitler, au même titre que Walt Disney, qui lui-même était un énorme admirateur d'Adolf Hitler et qui, lui, au contraire, n'a pas fait le capitalisme industriel, mais le capitalisme culturel. Donc vraiment, les deux mamelles du capitalisme américain, c'est des putains de nazis mentaux. Je l'ai déjà beaucoup dit, j'ai déjà beaucoup répété ces trucs-là, mais concrètement, aujourd'hui, on va dig un peu plus ça ensemble. On va dig ça avec une vidéo faite par Rivenzi, que j'ai déjà vue, mais que je vous propose de remater ensemble parce que je trouve que c'est intéressant de comprendre que c'est pas gratos. Je dis pas que les États-Unis, c'est des nazis au pif. Je dis pas ça complètement au hasard. Genre, c'est vraiment sourcé, c'est vraiment basé sur, pour le coup, de la recherche entre autres académique, mais pas que. Et donc aujourd'hui je vous propose de dig un peu ça, quoi, de dig un petit peu, qu'est-ce qu'il en est précisément, genre qu'est-ce qu'en disent les gens qui font des études là-dedans. Le contenu qui va suivre est... Ah oui, non, par contre non. Historien, je me méfie beaucoup de ces mots du passé qu'on jette à la figure, faute de mieux, d'un présent entêtant qui vient d'une certaine manière briser les mots, la langue politique, périmer, faire devenir en fait une langue de bois, notre langue politique, et puis on n'a plus les mots. On va dire fasciste, par exemple. Mais ce qu'il y a de proprement fasciste dans l'Amérique trumpienne aujourd'hui, c'est la vitesse. J'adore le genre d'intellectuels qui disent « Non mais aujourd'hui on utilise trop le mot fascisme ». Du coup je vais vous expliquer en quoi aujourd'hui l'ensemble du capitalisme est fasciste, mais je trouve qu'on utilise un peu trop ce mot. Culte de la vitesse soudaine qui crée ce que Paul Virilio appelait Après il a raison sur le fond. L'accident, et là nous y sommes. Et alors voilà, vous allez voir, on va parler de l'accident, et moi c'est un peu contre cette vision-là que je m'oppose, par contre la vidéo est basée sur tout le reste. L'accident, c'est à la fois de la vitesse et de la violence. Et c'est surtout pas un accident. Genre, le nazisme, le fascisme de Mussolini, et aujourd'hui ce qui se passe aux États-Unis, c'est pas un accident. Faut arrêter avec ça. C'est le gros point de désaccord que j'ai avec la vidéo. Onto a pedestrian street near a middle school gun, and then appears to point it at bystanders. La vitesse ou l'accélération incessante de notre actualité. That lead us to the days of thunder. That lead us to flood the zone. Flood the zone was my idea. If you go back and look at the PBS thing, I'm sitting there going, yeah, we're going to flood the zone. We have like 2 or 3 things every day, right? Tonight, the House committee investigating Jeffrey Epstein. The United States and its partners have launched Operation Epic Fury, one of the largest, most complex, most overwhelming military offensives. Iran's formerly supreme leader, Ayatollah Khamenei, is dead. Incapable de trier, de démentir, d'argumenter, de débunker, il est à chaque fois trop tard, comme emporté par la tempête. That you cannot withstand my strength, and the warrior whispers back, I am the storm. Après la vitesse, l'accident s'achève dans la violence. S'il est important de s'émouvoir, de s'indigner, le mec il a cru que c'était un X-Men. Il est aussi nécessaire de saisir ce que nous regardons, ce qu'est Trump, et plus encore, ce qu'est le Trumpisme. Par son influence culturelle post-Seconde Guerre mondiale et quasi hégémonique au cours des années 90 et 2000, les États-Unis nous semblent comme un horizon familier et attrayant. Pourtant, je pense qu'il est important de rappeler que le pays de Martin Luther King, de Mohamed Ali, de Rosa Parks est aussi celui du Ku Klux Klan, de l'esclavage et de l'impérialisme. Ouais, entre autres. Si le Trumpisme nous semble advenir dans la vitesse et la violence, quel est son point de départ? Quels sont les grands mouvements de fond qui ont amené à sa double élection? Quelle est la généalogie de cette droite américaine, blanche, conservatrice et religieuse, qui s'allie aujourd'hui avec les patrons de la Silicon Valley? Finalement, la question, c'est d'où vient Donald Trump et quelle est l'histoire du Trumpisme? Oui. Depuis le début de ses ambitions présidentielles, Trump n'a jamais caché le projet pour ses États-Unis.
was saved by God to make America great again. We will make America great again. Pour le retour de ce qu'il appelle The golden age. The golden age of America has only just begun. le nouvel âge d'or de l'Amérique vient de commencer, mais si celui-ci est nouveau, quel était le premier? Our country is going to be at a level that has maybe never been, or maybe, our country was the strongest, believe it or not, from 1870 to 1913. 1870-1913. Alors de cette même période où en France se met en place et prospère la Troisième République, les États-Unis traversent la période que Se met en place et prospère, a.k.a. l'affaire Dreyfus. l'auteur américain Mark Twain appelle le Gilded Age. Mais c'est quoi le Gilded Age? Alors quand Mark Twain parle de Gilded Age, c'est avec une très grande ironie. Gilded, c'est le toc, c'est ce qui est recouvert d'or, hein, juste en superficie. Est-ce que vous avez vu ou pas The Apprentice? C'est le film qui raconte les débuts de Donald Trump dans l'immobilier, comment est-ce qu'il est devenu le mania de l'immobilier qu'il est devenu aujourd'hui. Film terrible, film terrifiant, dans lequel concrètement il y a, je vous préviens, trigger warning, une scène de viol. Le film dit que Trump est un violeur. Moi j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça ouf que le film sorte concernant un film sort sur un président de ce pays et qu'il y ait ce même film qui sort en même temps. J'ai trouvé ça vraiment insane en vrai à l'époque. Et dans The Apprentice, on voit justement le truc du toc chez Trump. Ce truc du plaqué or, mais juste plaqué, tu vois. Et je trouve que c'est tellement précis que le mec il bande une époque que tout le monde est en mode oui, c'était l'âge du contreplaqué, enfin du contreplaqué. C'était l'âge du plaqué or, c'était l'âge du toc et tout, et lui il est à fond là-dedans, mais c'est tellement pas étonnant, Parce que c'est le premier grand âge des inégalités, de l'hyper-richesse odieuse. Alors, c'est là où je suis pas d'accord. En fait, moi je trouve qu'il y a un petit peu un biais chez les historiens par rapport à ça, mais dans les moments primaires du capitalisme, dans lequel t'avais des ouvriers qui, littéralement mouraient pour aller chercher du charbon, ce genre de trucs, en termes d'inégalité, en fait, moi je trouve que c'est bizarre d'être en mode, c'est le premier âge où il y a eu, des gens extrêmement riches, des inégalités aussi puissantes, tu vois. Vite fait, en fait, pour le coup, il y a vraiment eu des époques où on faisait travailler les enfants, quand même. Même si je crois qu'à l'époque, on faisait encore travailler les enfants, je crois, à cette époque-là. Grande maison. Mais voilà, pour moi, c'est plutôt le côté, c'est le premier âge des inégalités, vite fait. Recouverte d'or et de marbre à Manhattan, pendant qu'une misère absolument stupéfiante s'empare des millions d'Américains qui s'entassent dans les villes. Alors si les pères fondateurs comme Thomas Jefferson imaginaient un petit pays de propriétaires plutôt basé sur tu regardes l'Amérique esclavagiste, en termes d'inégalité... sur une économie agricole, ou plutôt agraire, le lendemain de... Alors ça pareil, je pense que plein de gens l'ont pas capté dans la vidéo, mais quand il dit agricole, ou plutôt agraire, il est en train de dire c'est un pays d'esclavagistes. Il est pas en train de dire c'est un pays d'agriculteurs, c'est un pays d'esclavagistes. La guerre de sécession marque en fait le début d'une période d'industrialisation où les villes grossissent et où les agriculteurs deviennent des ouvriers. Les villes s'agrandissent, les inégalités également, et les patrons d'industrie sont les gagnants de cette économie nouvelle. Donc c'est ça, donc c'est assez intéressant que Trump se réclame de cet âge-là, puisque lui, il est venu à maturité d'homme en étant promoteur immobilier dans le New York des années 80, qui est à peu près une réplique du Gilded Age, ce moment où il construit des hôtels 5 étoiles au milieu de la ville, alors que depuis les années 70, la ville traverse une grande crise économique où il y a beaucoup de pauvreté, beaucoup de misère, et c'est le début de l'âge néolibéral des grandes inégalités. Cet âge du toc marque aussi la fin du mythe de la fraude. Disons que c'est une époque où ça s'est accéléré. Non mais exactement. Mais justement c'est là où en fait moi j'aime pas. Enfin le problème que j'ai dans l'analyse c'est qu'il y a un côté un peu trop exceptionnel dans ce qui s'est passé. Et alors que c'est une vidéo d'histoire où on revient justement sur les causes historiques de pourquoi est-ce qu'il se comporte comme ça, et on voit qu'en fait ça fait vraiment des centaines d'années concrètement que ça dure, qu'il y a des problématiques sur le sol américain vis-à-vis notamment de la race. Et du coup c'est pour ça que j'ai un peu du mal avec ce truc de c'est la première fois, ou c'est la première fois que c'est aussi violent, c'est la première fois que c'est autant, mais c'est le principe. C'est le principe que chaque crise soit pire que la précédente, que chaque fois on y va de plus en plus, si vous voulez, nanani nanana. Et
et ce moment où t'as plein de gens qui s'enrichissent très fort et d'autres qui deviennent pauvres, etc. C'est des trucs cycliques en fait. Genre, c'est plus par rapport à ça que j'ai des désaccords. Mais sur le fond, elle a raison de ce que ça a créé sur les plans économiques, tu vois. C'est juste le côté, c'est la première fois et c'est un peu exceptionnel qui me dérange. Genre, c'est pas sorti de nulle part en fait. Enfin, il y a vraiment des raisons historiques, tu vois. Frontière. Cette idée d'un front pionnier qui repousse toujours plus loin cette fameuse frontière au-delà du Mississippi, des Grandes Plaines et jusqu'à la Californie, à la fin du 19e siècle. Les natifs... Et ça, c'est intéressant aussi parce que, genre, souvent, surtout en Europe, je trouve, on n'a pas forcément une bonne vision de c'était quoi les États-Unis pendant une certaine époque. Mais les États-Unis, ça n'a pas été colonisé du jour au lendemain. Genre, tous les délires de conquête de l'Ouest et tout, ça a quand même duré un sacré moment. Et le truc dont il parle, la frontière, c'est vraiment cette notion d'extension territoriale, en fait, qui est assez fondamentale dans la vision états-unienne de comment gagner, si tu veux, genre en puissance. Il y a vraiment en fait déjà dès cette époque-là un phénomène de conquête, un phénomène impérialiste à proprement parler, enfin proto-impérialiste qui se met en place avec la fameuse frontière de l'Ouest qu'on fait reculer, et qui pareil est un truc qu'on peut mettre un peu en perspective avec des puissances autoritaires. Genre les nazis c'était aussi des gros conquérants, tu vois. Enfin bref, je vais le laisser détailler plus. Les Américains sont parqués dans des réserves, il n'y a plus rien à conquérir, c'est la fin de cet esprit pionnier, ravageur et mortel. Mais il faut continuer à conquérir. Pour Mark Twain et les contemporains de la fin du 19e siècle, cette fin de la frontière appelle à une nouvelle forme de conquête. Et donc pour les progressistes, cette conquête, c'est la conquête verticale de nouveaux droits sociaux. Il faut plus de droits. Alors non, Napoléon, c'était pas directement un nazi. C'est un peu plus compliqué que ça. Mais c'était c'est quand même proto-autoritaire de baiser, hein. Genre il y a plein d'énormes problèmes avec Napoléon, mais soyons un peu plus subtils sur ces questions-là. La vérité, Napoléon c'est pas exactement un fasciste, c'est un peu plus compliqué que ça. Du travail, il faut plus de droits raciaux, il faut conquérir le droit à la ville, le droit au logement, le droit à la santé. Et puis, on peut quand même parler de proto-fasciste. Hein. Pour les plus conservateurs, cette conquête, il faut l'inventer ailleurs, avec peut-être d'autres territoires. C'est le début du colonialisme américain. Fin 19e siècle, c'est le moment où, à la suite d'une guerre avec l'Espagne, Porto Rico, on en parle en ce moment, Guam, les Philippines sont conquises. Donc il y a cette idée que un Américain véritable, c'est un conquérant, c'est quelqu'un qui transforme une terre sauvage, des êtres sauvages, en une population ou en un territoire qui aura été civilisé. Il y a déjà une idée de la mission civilisatrice de l'Amérique qui se trouve dans ce mythe de la frontière. En fait, Trump ranime ce mythe de la frontière. Alors si les États-Unis, depuis la fin du 19e siècle et au cours du 20e siècle, sont intervenus à de multiples reprises sur le continent américain et dans le monde, lui porte en fait un discours qui porte sur l'extension du territoire des États-Unis, et ce, même au-delà de notre planète. American astronauts to plant the stars and stripes on the planet Mars. Le Gilded Age était l'âge d'or d'un libéralisme galopant, creusant les inégalités à la faveur des patrons de ces nouvelles industries qui se développent dans les grandes villes, faisant évoluer cet esprit pionnier américain et aboutissant à 2 guerres mondiales. Je pense que c'est important de le dire quand même. Genre, c'est pas un âge d'or qui a été gratuit. Qui va dès lors se tourner vers l'extérieur, que Donald Trump cherche aujourd'hui à réactiver comme un ressort de l'identité américaine. Tu peux pas expliquer les origines de la Première et la Seconde Guerre mondiale si tu t'intéresses pas à la période qu'il y a juste avant, donc cette époque-là, et le fait que cette époque a forcément en elle les germes de la guerre qui vient, quoi. I am speaking to you because there is a growing humanitarian and security crisis at our southern border. Every day, Customs and Border Patrol agents encounter thousands of illegal immigrants trying to enter our country. We are out of space to hold them, and we have no way to promptly return. Ah oui, d'ailleurs, oui, c'est vrai que je parle des États-Unis. Aujourd'hui, on parle des États-Unis, mais on pourrait aussi parler de la France. Encore une fois, nous, on a vraiment des trucs dans notre placard qui sont assez vénères. Hein. Enfin, un jour, je vous ferai une capsule spécifiquement sur genre la bataille d'Alger, et vous allez comprendre que c'est pas une bataille et que c'est la matrice de beaucoup de choses qui sont passées par la suite. Des questions devant lesquelles les États-Unis se sont déjà retrouvés. À l'aube du XXe siècle, les États-Unis connaissent leur deuxième grande vague migratoire. En 1892 et 1924, ils sont 12 millions à venir tenter leur chance dans le Nouveau Monde, dans l'espoir d'une vie meilleure.
Cette vague, venue d'Europe du Sud et de l'Est, Et ça, pareil, c'est une image souvent qu'on a un peu à tort c'était quoi les colons à l'époque, mais c'est loin d'être exclusivement des grands patrons d'industrie, des grands entrepreneurs et des trucs du genre. La plupart des gens qui émigrent aux États-Unis à cette époque-là, ils y vont certes pour exploiter, mais ils y vont aussi parce que souvent ils ont soit fait banqueroute en Europe, soit ils ont eu des problèmes, soit ils ont été condamnés ou un truc du style, il faut qu'ils s'enfuient, etc. Et en fait, il y a aussi des inégalités présentes à ce moment-là chez les colons qui arrivent aux États-Unis. majoritairement catholiques et juives, créent une angoisse dans une bonne partie de la Et vous allez voir, c'est important pour la suite. population, à grande majorité protestante. De cette angoisse démographique, les élites politiques s'en saisissent et parlent alors de suicide de la race. Voilà. Parce qu'en fait, de base, quand t'as besoin d'un truc... Enfin, moi, je trouve ça ouf de... Tu sais, enfin, littéralement, le pays, c'est une gigantesque colonie. Mais du coup, les personnes qui ont réussi à, gagner un peu de statut social à tel moment, parce que l'immigration, parce que ceci, parce que ça a permis, parce que ce que tu veux, tu vois, se sentent du coup directement menacés par d'autres gens, parce qu'ils ont peur de perdre justement ce truc qu'ils ont obtenu, quoi. Cet épisode, il est très intéressant, puisque de la question existentielle découle nécessairement la question d'une définition. Une définition de l'américanité. Et ça, c'est intéressant. Parce que justement, un des fondements du nazisme, c'est la germanité, justement. C'est qu'est-ce qui est germanique et qu'est-ce qui n'est pas germanique. C'est précisément pour ça qu'ils parlent de la liberté germanique, que ils ont tous ces... Comment dire ? Ils ont vraiment cette notion de... Et justement, ils ont ce truc très racial, dans lequel ils reviennent sur justement la race aryenne, etc. Enfin, tous ces trucs-là, tu vois, qui étaient déjà aux États-Unis depuis super longtemps. Parce que les États-Unis, ils ont eu besoin de créer justement ce truc de l'américanité pour se distinguer des populations autochtones, pour se distinguer d'autres immigrés qui venaient pas de machin, etc. Encore une fois, pour garder la main sur des gens, pour garder la main sur une forme d'exploitation, tu vois. Dans l'histoire américaine récente, les États-Unis ont connu un point d'accélération notable. Si l'élection de Barack Obama est perçue par bon nombre comme le symbole de l'aboutissement plein et entier des luttes pour les droits afro-américains des années 60, pour toute une partie de l'Amérique, c'est autre chose. The demographics are changing. It's not a traditional America anymore. And there are 50% of the voting public who want stuff. They want things. And who is going to give them things? President Obama. He knows it, and he ran on it. And whereby 20 years ago, President Obama would be roundly defeated. C'est vraiment intéressant de regarder ça juste après avoir vu Sardoche, je trouve. By an establishment candidate like Mitt Romney. The white establishment is now the minority. Parce que là, du coup, tu vois, il est en train littéralement d'expliquer à quel point, concrètement, c'est des problématiques raciales qui viennent du passé esclavagiste des États-Unis qui font resurface, tu vois. Et ça donne le discours de Sardoche. Qui va payer? Qui c'est qui va les faire payer? Qui va payer? Nanani, nanana. C'est le même discours à la fin. Bailey, chroniqueur chez Fox News, exprime ici une peur. Si cette peur peut nous paraître sur le moment peut-être très personnelle et impulsive, en fait, elle trouve un écho collectif et surtout très lointain. Pour cela, il faut revenir aux premières heures de l'Amérique. Moi, à aucun moment, je me suis dit, tiens, c'est une peur qui est exceptionnelle et qui est que dans la tête de ce mec. Dès l'installation des premières colonies européennes, de Virginie et de Nouvelle-Angleterre, les colons mettent en place la confiscation des terres des natifs et l'exploitation de celles-ci par des millions d'Africains réduits en esclavage. Alors, parce que les natifs étaient morts. Parce qu'à la base de la base, si on a eu besoin de main-d'œuvre africaine en Amérique, c'est parce que la main-d'œuvre autochtone était morte. C'est important de le préciser quand même, je trouve. Genre, on a esclavisé, une immense partie de la population d'un continent tout entier parce qu'on avait fait un génocide. Donc cette présence dans ce sens-là initiale de la main-d'œuvre noire, elle a imposé aux législateurs de mettre en place une série de normes et de lois pour distinguer ce que les Noirs n'avaient pas le droit de faire, a empli toute une série de codes. Et nous, en France, on avait le code de l'indigénat, voilà. Et ce que les Blancs avaient le droit de faire, le droit de posséder un autre être humain. Parce que voilà, encore une fois, on me donne des leçons, mais rappelons un peu les faits ici aussi quand même. Qui est inscrit dans les premières lois, en particulier en Virginie, vous en parliez. Le droit de le punir, le droit de le vendre a été matriciel de ce qui est devenu ensuite la Constitution des États-Unis. D'abord, on avait aussi le code noir, effectivement.
La Constitution des États, puis la Constitution des États-Unis. La démocratie américaine qui Mais on n'a pas construit notre pays dessus. Tu vois ce que je veux dire? voit le jour en 1700. Là c'est quand même littéralement l'origin story des États-Unis. Genre, si les États-Unis c'était un personnage de comics, là on est en train d'expliquer pourquoi est-ce qu'il est méchant. 1776 déclare dans sa constitution tous les hommes libres et égaux en droit, mais pas les Noirs, ni les populations autochtones. Donc Allez. il n'est pas une œuvre de littérature, il n'est pas un code juridique, il n'est pas une institution américaine qui n'ait été confrontée à cette question de quid de l'absence de liberté et d'égalité pour les Noirs. Ou parfois l'assume complètement. En 1915, sort le film La naissance d'une nation, le plus grand succès du cinéma américain, jusqu'en 1940. Un film ouvertement raciste et nostalgique de l'esclavage. Il porte à l'écran un Ku Klux Klan entré en résistance, contre les Noirs décrits comme venant tuer ou piller les États du Sud. Dans cette scène, le héros principal, sous la cagoule du KKK, C'est le premier grand film hollywoodien, les gens. Le tout premier. assassine un homme grimé en C'est le premier blockbuster, ça. noir. Responsable, selon lui, de la mort d'une jeune femme blanche qu'il aurait tenté d'abuser. Voilà, le discours de Némésis. Les États-Unis, déjà à l'époque, se constituent dès ses premières années comme une nation blanche qui a le droit de posséder des corps noirs. Au lendemain de la guerre de sécession, en Et moi, je trouve ça intéressant, parce que j'aimerais bien racheter des trucs par rapport à ça. Genre, la naissance de Hollywood, c'est le film qui a ressuscité le Ku Klux Klan. C'est quand même, genre, hyper intéressant de comprendre ça, je trouve. De comprendre que l'entièreté du rêve américain, le rêve américain qui est incarné par Hollywood dans la culture, tu vois, c'est littéralement construit sur la ségrégation raciale. Genre, c'est quand même une dinguerie. Et d'ailleurs, La naissance d'une nation a été le film le plus vu aux États-Unis pendant genre des dizaines d'années. Est-ce que vous savez quel film l'a détrôné? Ça, ils le disent pas dans la vidéo. J'ai oublié le nom. Gone with the Wind. Attends, je crois que le nom en français c'est quoi déjà? Non, c'est pas Star Wars. Autant n'emporte le vent, merci, c'est ça. Non, c'est Autant n'emporte le vent. C'est-à-dire que il aura fallu attendre, encore une fois, des années et des années et des années et des années et des années avant qu'on ait un nouveau blockbuster à grand succès aux États-Unis qui rafle tout. Et ça a été Autant n'emporte le vent. Un film qui sert à dire que, à l'époque de l'esclavage, les esclaves étaient heureux. Littéralement, tout le propos du film, tout le propos de Autant n'emporte le vent, c'est une espèce de sentiment nostalgique des plantations, genre. Des plantations esclavagistes. Et je trouve ça un peu ouf. Genre, d'ailleurs, Autant n'emporte le vent, c'est revenu à une époque de réémergence du conservatisme américain. Enfin, vraiment, encore une fois, c'est cyclique tout le temps, les gens. Genre, quand je vous parle de cycle, etc. Le fameux temps béni des colonies, voilà, exactement. Et du coup, moi, je trouve ça intéressant. Quand tu regardes, c'est quoi le blockbuster qui a tout explosé largement devant tous les autres dans les années 2010. Le moment où, justement, tu recommences à avoir à nouveau une montée de Donald Trump. Merci pour le sub, merci pour le sur Tipeee. C'est Avatar. Encore un film sur la race. Parce que oui, désolé, Avatar, ça parle de race. C'est le concept même du film. Genre, c'est vraiment un film sur la race. Et d'ailleurs, il y a plein de trucs qui concernent les Na'vi qui sont des clichés plus ou moins raciaux, plus ou moins assumés. Hein. Le fait qu'ils soient plus grands, plus forts, enfin tout ce que tu veux, tu vois, genre, c'est vraiment un film dont le thème principal, c'est la race. Et du coup, genre, même si on pourrait dire que Avatar se veut beaucoup plus progressiste que, je sais pas moi, par exemple, Autant n'emporte le vent, etc. et tout, en vrai, c'est très raciste, Avatar, c'est très 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 raciste. Genre, littéralement, toutes les cultures Na'vi sont des échos de cultures qui existent, genre, dans la vraie vie, qui sont des cultures qui ont été colonisées. Le film est incroyablement sexiste, les 3 films sont incroyablement sexistes, mais ça va de pire en pire. Genre, moi, j'ai vu des gens bander Avatar. Genre, je l'aime beaucoup, et du coup, c'est pas une critique frontale, mais je l'aime beaucoup, mais genre, je crois que c'est le Nexus 6 qui a fait une vidéo pour défendre Avatar, et genre, vraiment. Je rappelle quand même que dans le dernier Avatar, si tu regardes Avatar 3, littéralement, l'affiche du film, c'est cette meuf. Alors, déjà, esthétiquement parlant, ils ont tout pompé sur des cultures natifs américaines. Donc, genre, ils représentent les méchants, et c'est des méchants autochtones. Donc déjà, dans le 3, t'as les méchants autochtones. Ça, du coup, c'est une femme. Si vous le saviez pas, tous
la saga Avatar est construite autour d'une opposition et d'une espèce de rivalité avec comment ça s'appelle, entre Jack Sully qui est le héros et le général, je sais plus comment il s'appelle. En gros, t'as deux hommes qui s'affrontent en permanence et qui sont dans une espèce de duel. Cette femme vient mettre un peu d'épices à l'intérieur de ça parce que du coup t'as une nouvelle méchante. Spoiler alert. À la minute où elle baise avec le méchant Quaritch, elle n'a plus aucun dialogue. Ça arrive à peu près aux 2/3 du film. La meuf qu'on voit sur l'affiche, la meuf autour de laquelle toute la promo du film a été construite, n'a plus de dialogue à partir du moment où elle couche avec un homme. Vraiment, je vous jure. À un moment donné, ils finissent genre dans la base des Marines. Elle rejoint la base des Marines, ils couchent avec et on ne l'entend plus jamais parler. C'est la fin. Et encore une fois, un des plus gros succès de l'histoire hollywoodienne. Et encore une fois, un film sur la race. Avec toujours le truc de la frontière qui est présent tout le temps, tout pareil. Mais avec un vernis progressiste, hein, bien sûr. 1865, on donne pour la première fois des droits aux personnes noires. Droit à la terre, à l'éducation, à la santé. Et depuis, il n'y a plus aucune discrimination, c'est bien connu. Mais les lois de ségrégation mises en place dans les anciens États du Sud transforment les Afro-Américains en des... C'est obsessionnel chez eux. Mais en fait, c'est consubstantiel de l'identité américaine, la question de la race. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est qu'un film comme Avatar, Autant n'emporte le vent ou La naissance d'une nation n'aurait pas eu ce succès-là, genre parce que ce serait une obsession morbide des États-Unis. C'est parce que c'est vraiment à la racine de leur culture, la race, en fait, genre. Souvent, on a cette image de les gens obsédés par la race, c'était les nazis, parce que voilà, les nazis, ils parlent beaucoup de race aryenne, et etc. Mais la vérité, la nation, pas forcément qu'à inventer et tout, parce que ça, la France, elle a vraiment des billes, tu vois, dans ces histoires-là. Mais la nation qui s'est construite sur la race, littéralement, qui a construit sa constitution sur la race, c'est les États-Unis. Citoyens de seconde zone. Et c'est des gens qui pensent comme Sardoche, au passage. Et on repart sur cette logique initiale de ce pays a été donné aux Blancs et c'est à eux de le dominer et c'est à eux de le posséder. Et ça va très très loin, les gens. Hein. Genre, je sais pas si vous connaissez... Attendez, c'est comment déjà? C'est la liberté manifeste? Attendez. Non, attendez, c'est comment déjà? La destinée manifeste. Genre, quand on vous parle de nation donnée par Dieu, c'était littéralement le discours. Genre, voilà. Ça, évidemment, c'est America, voilà, de la même façon qu'on avait Britannia, qu'on avait les autres, etc. C'est vraiment en mode, c'est Dieu qui nous a offert ces terres, tu vois. Très littéralement. C'est de la pensée américaine de base. Genre, le des natifs est perçu comme un don divin, genre. Et c'est pour ça, cette phrase dont vous parlez, des ultra-conservateurs, lorsque Obama est élu à la Maison-Blanche, les gens se disent alors ça y est, c'est fini. On le voit et on le comprend. Cette angoisse, elle vient de loin, puisqu'elle était déjà présente lors de la période du Gilded Age. Et d'ailleurs, l'expression le... Oui, bah par exemple, il y a la One Drop Rule aux États-Unis, je sais pas si vous connaissez, mais genre, bah par exemple, ça consiste à dire que si t'as une goutte de sang noir, t'es noir. Donc aux États-Unis, les frères Bogdanov sont noirs. Voilà, les frères Bogdanov, les gens. Genre, eux là, attendez. Ces mecs-là, aux États-Unis, sont noirs. Alors qu'ils sont surtout dégueulasses. Genre, ils sont surtout... Genre... Tu sais, il y a plein de trucs à dire. Genre, c'est des paralysies du sommeil, c'est des escrocs, c'est des scammers, ils ont aucune légitimité. Bah bref, je les aime pas, tu vois. Ils sont pas noirs, genre. je veux dire, on peut dire plein de trucs sur eux. Alors, ils sont vraiment pas noirs, hein. Ouais, même les nazis trouvaient que la One Drop Rule, c'était abusé. Non, mais oui. Péril de la race, c'est le président américain de l'époque, Theodore Roosevelt, qui va l'utiliser. Aïe, aïe, aïe. À ce moment-là, cette angoisse, elle découle de Roosevelt qui, je crois, est un peu important dans la culture américaine. Deux choses. De l'arrivée de millions d'Européens juifs et catholiques dans le port de New York, et aussi de l'évolution de la place des anciens esclaves noirs. Et je pense que dans la vidéo, on est dans ce point de tension. Le moment où nous sommes en train de saisir la lutte de cette vision de deux Amériques. D'un côté, celui d'une nation blanche qui serait choisie par Dieu et qui aurait une vision ethnique de l'américanité, et de l'autre, celui d'une lutte des populations autochtones, des personnes noires et de certaines personnes blanches, qui luttent pour que ce pays devienne un laboratoire d'égalité raciale. Make America great again. Au lendemain... Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Genre, c'est donner un peu trop de gauchisme aux démocrates et à Barack Obama. Genre, je veux dire, sous Barack Obama, il n'y a jamais eu autant de violence policière. Il a, genre, déclenché des guerres coloniales partout autour du monde. Il y a eu des politiques
abominable vis-à-vis des latino-américains. Enfin, je trouve que faire cette opposition progressiste conservateur aux États-Unis en prenant comme exemple d'un côté Obama, d'un autre côté genre Trump, ça marche pas tant. Je vois ce qu'il essaie de faire en termes de conflictualité, mais non, désolé, genre les démocrates ne sont pas antiracistes. C'est faux. C'est vraiment un mensonge. Il n'y a qu'à voir les takes des démocrates sur Gaza, sur la Palestine, sur la politique internationale. Genre, et même quand ils tentent de faire de l'antiracisme, c'est des débiles. Ils savent pas comment faire, ils savent pas comment s'y prendre. Ils mettent en place des quotas, des trucs du genre, mais ils savent pas faire. Genre, enfin, désolé, mais non, ça marche pas comme ça. En fait, le problème de cette vision-là des choses aussi, c'est de croire que, du coup, bah, en fait, genre, t'as deux forces qui s'opposent alors qu'elles vont dans la même direction. Genre, les politiques d'Obama et les politiques de Trump vont globalement dans la même direction. Et c'est des politiques qui vont augmenter les inégalités. Genre, Barack Obama, il y a un côté un peu pseudo-social, gaze avec l'Obamacare et ce genre de truc, mais ça reste, genre, tellement capitaliste, mais à un tel niveau, genre, enfin, je veux dire, les démocrates sont pas antiracistes du tout, ils sont juste beaucoup plus libéraux. Genre, c'est juste que pour eux, ils ont juste poussé le libéralisme en mode, il faut pas, voilà, faut pas avoir de haine ou ce genre de conneries, tu vois, mais ils sont à balle, libéraux, capitalistes, enfin, ça va dans la même direction. Et genre, les politiques d'Obama, elles sont pas clean du tout, certainement pas sur le plan du racisme, en fait. Genre, la guerre à la drogue, enfin, bref, peut-être tant de choses. De l'élection de Barack Obama en 2008. Même pour les personnes queer, c'est une vision libérale. Mais oui, eux ils disent que t'as le droit d'être queer par liberté, genre. Se met en place. Mais avec la version capitaliste de ce qu'est la liberté, tu vois ce que je veux dire? Un mouvement que je pense nous sommes beaucoup à avoir oublié en France. Les Américains ont élu un président noir. Est-ce que la France pourrait en faire autant? En autant? 2009, en direct sur la chaîne CNBC, le chroniqueur économique Rick Santelli s'emporte devant les caméras. This is America. How many of you people want to pay for your neighbor's mortgage that has an extra bathroom? Sardoche. And can't pay their bills? Raise their hand. How about we all? President Obama. Pour vous compreniez bien, il est à ce moment-là ulcéré par la décision du gouvernement Obama de sauver l'industrie immobilière américaine par un plan de financement massif, au lendemain de la crise des subprimes qui a vu le système bancaire américain au bord du gouffre. Il appelle alors à créer un nouveau Tea Party, en référence à l'événement de la Révolution américaine. Tea Party que l'on pourrait traduire par déjà assez taxé. Ce mouvement défend des arguments très clairs. Oui, mais la différence, c'est qu'à l'époque de la Révolution américaine, les États-Unis étaient sous domination anglaise. Donc, ils étaient littéralement, genre, une colonie, tu vois ce que je veux dire? Même si ça a toujours été une colonie un peu particulière, les US. Donc... Un État fédéral trop envahissant, des dépenses publiques trop importantes et la défense des libertés individuelles. Pour eux, c'est la lutte du peuple ordinaire face à l'establishment de Washington. Aux élections de... Donc ça marche plus du tout. Voilà. Ça marche plus du tout. Parce que là, ils sont pas dominés, ils sont dominants, tu vois. Mi-mandat de 2010, 45 députés. Alors attention, je dis bien pas que le Tea Party c'était basé. Le Tea Party c'était des esclavagistes. Estampillés Tea Party sont élus. Alors ce phénomène, il surprend... Juste, ils tirent pas leur légitimité du même endroit, c'est ça que je veux dire. Les observateurs de l'époque, et surtout on se demande qui sont ces supports. Selon le politologue de l'Université de Québec, Raphaël Jacob, le membre type du Tea Party est catholique, éduqué et plus riche que la moyenne des Américains, et... Attendez, je tourne de ma chaise. Waouh, quoi? Attendez, quoi? Mais non. Attendez, je veux dire, le mouvement qui s'est créé en opposition à un président noir est principalement constitué d'hommes blancs bourgeois. Mais qui aurait pu prédire? 91% d'entre eux sont blancs. Et le Tea Party, il apparaît à un moment particulier qui est non seulement au lendemain de l'élection de Barack Obama, mais au lendemain de la grande crise financière de 2008 qui a ruiné des millions d'Américains et qui a vu le... Et c'est là où, genre, c'est intéressant quand même, parce que c'est vrai qu'il y a les crises du capitalisme qui font les remontées conservatrices. La qualité de vie de l'essentiel de la population être profondément altérée. Et il ne faut jamais sous-estimer cette espèce de sentiment vraiment de dépossession totale d'Américains qui, dans le même temps, perdent leur maison et voient à la Maison Blanche, dans la grande maison du peuple, un noir être inauguré et être légitimement au pouvoir. Et là, c'est ce qu'on vous disait à chaque fois, quoi. Genre, on est en mode, enfin, comment dire? Ah, désolé, je me suis perdu, attendez, 2 secondes. Sentiment vraiment de dépossession totale d'Américains qui... Oui,
Et concrètement, c'est la même chose qu'on a, genre, à notre échelle. Enfin, en France, on a la même chose. On a crise du capitalisme qui fait que plein de gens se retrouvent à avoir un sentiment de déclassement, qui est encore une fois pas forcément un vrai déclassement, mais en tout cas un vrai sentiment de déclassement. Et du coup, deux options s'opposent, sauf qu'aux États-Unis, la deuxième option n'existe pas, à savoir le pacte racial ou le pacte social. Donc, genre, soit tu essaies de te prendre l'argent où est-ce qu'il est, pour essayer de faire un monde moins inégalitaire, soit tu prends l'argent aux gens qui ont déjà pas beaucoup pour essayer de toi te mettre bien, genre. Qui dans le même temps perdent leur maison et voient à la Maison Blanche, dans la grande maison du peuple, un noir être inauguré et être légitimement au pouvoir. Et du coup, au lieu de se dire le problème c'est les bourgeois, ils se disent le problème c'est les noirs. Les blancs perdent leur maison, un noir entre dans la grande maison. En plus de ça, alors que c'est surtout un noir bourgeois. Deux chercheurs de l'université de Stanford ont mis en exergue les préoccupations économiques, politiques et culturelles des membres du Tea Party. Ils sont parvenus à mettre en lumière un élément très intéressant, la peur d'un déclassement de la classe moyenne blanche américaine, qui s'explique notamment par deux choses. C'est Nicolas qui paye. D'abord, et on l'a dit, une crise économique violente mettant à mal le capital et le mode de vie des classes habituellement préservées, conjuguée à l'ouverture des postes de pouvoir à des individus non blancs. Le Tea Party émane donc de cette inquiétude, de cette défaillance de crise du capitalisme, racisme, voilà. De la classe politique traditionnelle. Il s'inscrit dans la longue généalogie de ce qu'on appelle aux États-Unis les mouvements nativistes. Déjà, à la fin du 19e siècle, le premier mouvement nativiste, c'était des Américains qui considéraient que ces Européens venus d'Italie, d'Irlande, de Pologne, parce qu'ils étaient catholiques, n'étaient pas blancs. Genre, ça, c'est un truc qui disparaît dans la vidéo, mais qui est important à préciser. À cette époque-là, un Italien, c'est un Rital, un Polonais, c'est un Polac. Tous ces gens-là ne sont pas blancs. Les Irlandais, certainement pas, tu vois. C'était indésirable parce qu'on ne pouvait pas les intégrer. Les catholiques, Tiens. ils avaient des manières qui ne correspondaient pas à la culture américaine. Je croyais que quand les cultures étaient suffisamment proches, je tombe de ma chaise. Donc il y avait eu ce mélange de xénophobie, on l'avait vu sur la côte ouest aussi avec les Chinois, qui avaient été accusés d'être inassimilables, si bien que la Cour suprême avait décidé d'une loi limitant la possibilité d'immigration des Chinois, que, y compris on avait changé les lois sur l'immigration. Donc les lois racistes ont toujours existé aux États-Unis, et ces mouvements ces mouvements sociaux qui refusent que les États-Unis s'ouvrent. Et pareil, même sur le plan strictement légal, genre même si on prend les lois qui sont écrites sur le papier, qui sont les lois officielles de l'État américain, même aujourd'hui, la simple existence de la ICE, c'est des lois raciales. Genre la ICE, ça a été fondé spécifiquement pour s'en prendre aux Mexicains, ça a été fondé spécifiquement pour s'en prendre aux Latinos, c'est racial, genre. À des minorités ethniques, ils ont toujours été présents. Mais la BAC en France aussi. Jamais le traumatisme psychologique n'a été tel que après le vote sur les droits civiques dans les années 60 et après 2008, l'élection de Barack Obama. As Governor and Chief Magistrate of the state of Alabama, I deem it to be my solemn obligation and duty to stand before you, representing the rights and sovereignty of this state and its peoples. The unwelcome, unwanted, unwarranted, and force-induced intrusion upon the campus of the University of Alabama, today of the might of the central government, offers frightful example of the oppression of the rights, privileges, and sovereignty of this state by office of the federal government. Nous sommes ici en 1963 et cet homme que vous voyez là est le gouverneur d'Alabama et il se tient devant l'entrée de l'université. Et si je dis qu'il se tient, peut-être que je mens un petit peu, parce que selon ses dires, il fait barrage de son corps. Barrage de son corps pourquoi ? Pour empêcher l'entrée à l'université des 3 premiers étudiants noirs d'Alabama. L'université. Dis donc, ça me rappelle vraiment aucune obsession de personne. Genre vraiment, le surfocus sur la question de l'université par rapport à l'islamo-gauchisme et au wokisme. Genre, vraiment, c'est ouf quand même à quel point c'est la même de choses, genre. Vraiment, je vous jure les gens, je pète mon crâne. Genre, à chaque information, t'es en mode, oui, ça n'a pas changé. C'est genre, c'est toujours un problème. Aujourd'hui, genre, c'est quoi à l'université un des plus grands débats qu'on a eu ces 20 dernières années ? Vraiment un débat ultra important de l'université. Le voile. Voilà. Plus concrètement, il s'oppose à la fin de la ségrégation dans son État, pourtant exigée par le pouvoir fédéral. Après que son discours soit relayé par de nombreux médias. Comment ça, je shake mal ? Tu me cherches en fait, genre ? C'est quoi ton problème ?
Attends. Et je shake comme une reine, d'accord? Ok? À l'époque, il se fera sortir par la garde nationale. En fait, la lutte pour les droits afro-américains qui sont définitivement votés en 1965 crée un sentiment dans une partie de la population blanche. Celui d'un revanchisme, où en fait on se dit qu'on a fait assez, on a suffisamment laissé filer les choses. Notre identité... Vous vous rendez compte, ils ont les mêmes droits que nous, genre vraiment... L'ordre dans notre pays, il faut reprendre les choses en main. C'est l'idée du retour de bâton, l'idée du backlash. Donc 3 ans après, les droits civiques sont à peine terminés. Attendez, faut que je vérifie un truc en 2 secondes. Attendez, en vrai, le chat, vous pouvez me dire, est-ce que... Genre, je suis pas sûr de ce que je dis. Vraiment, j'ai besoin d'une info, j'ai besoin que le chat vous vérifie une data. Est-ce que par hasard, il y a un lien étymologique dans le concept de backlash avec le fouet? Genre, je me pose vraiment la question. Si c'est le cas, c'est très grave. Que est élu le républicain Richard Nixon au pouvoir, qui lui est élu avec... Oui? Non, attends, c'est vrai? Attends, c'est réel? Non. En mode, l'image, c'est genre, t'as fouetté un esclave et tu te prends le retour du fouet. C'est ça l'image du mot backlash. Non. Oh, attendez, c'est ouf. Non, en français, c'est retour de bâton. Ah bon, après, ça reste... l'image est quand même... Enfin, le bâton, je crois que c'est le même bâton que celui de la carotte et du bâton. Hein. Oh, la traduction littérale, c'est littéralement retour de fouet. Oh, j'avoue, ça, je l'avais pas vu venir. Le concept même de backlash vient de l'esclavage. Putain de merde. Parce que genre... c'est pour parler de la pensée réactionnaire qu'on utilise aussi le terme de backlash, tu vois. Ça ouf. Avec un discours... Oui, c'est la même chose pour retour de bâton, c'est ce que je disais, ouais. S'adressant à ce qu'il appelle la majorité silencieuse, c'est-à-dire la classe moyenne blanche, qui, elle, ne veut pas que les Noirs viennent dans les universités blanches, qui ne veut pas que les Noirs s'installent dans les quartiers blancs. Et donc, il leur dit... Tiens. Ça me rappelle vraiment des obsessions, je dirais, contemporaines. Sans vraiment leur dire, si vous votez pour moi, on va rétablir un petit peu de cette suprématie. Genre quoi? Un noir élu à Saint-Denis? Que vous avez perdu. C'est vrai qu'on est quand même vraiment très fort pour donner des leçons aux États-Unis, mais genre, vous avez vu ce qui se passe à Saint-Denis en ce moment, genre quand même. Là, il y a eu une panique morale qui a été inventée à partir d'une fake news autour du nouveau maire de Saint-Denis, comme quoi, soi-disant, il aurait dit que en fait maintenant le Saint-Denis c'est plus la ville des rois, c'est la ville des noirs. Ce qui est faux. Ce qui est vraiment un montage, genre un montage fallacieux, tu vois, genre vraiment c'est quelqu'un qui a manipulé l'information pour faire croire que le maire de Saint-Denis il aurait dit que c'était la ville des noirs. Qu'est-ce qui se cache derrière? Bah l'idée qui fait peur, genre derrière, c'est l'idée que du coup ça c'est plus une ville de blancs. Je dirais même qu'en fait en règle générale, toutes les obsessions autour du grand remplacement, on est en plein dedans quand même. Cette idée d'avoir peur qu'on se fasse remplacer, qu'on se fasse... Vous voyez ce que je veux dire? Et donc le Parti républicain commence à partir de ce moment-là à laisser entrer les mouvances d'extrême droite dans sa matrice idéologique et dans son armature politique, plus encore sous Reagan. Nixon est élu avec la promesse de redonner le pouvoir à ceux qu'il appelle la majorité silencieuse. Ceux qui, comme il le dit, ne protestent pas, ne manifestent pas, et avec en plus la promesse d'arrêter la guerre au Vietnam. Son successeur, Ronald Reagan, est lui l'homme de la liberté, se charge de détricoter l'État social qui entrave la capacité d'entreprendre. Cycle. Cette liberté pensée par les pères fondateurs. Enfin, une spirale plutôt. Un peu comme dans Berserk et dans Gurren Lagann. Quelques années plus tard, le Tea Party de 2009 émane de cette même inquiétude et de cette même envie, celui de voir une classe moyenne blanche déclassée par un contexte économique compliqué, voyant dans le même temps des personnes issues des minorités accéder à des postes de pouvoir et un parti républicain traditionnel défaillant au lendemain de la crise de 2008. De ce désir de dégagisme émane alors un homme. Il n'y aurait pas eu de Donald Trump sans le mouvement du Tea Party. Le mouvement du Tea Party... Quel bel homme par contre, c'est vrai qu'on revient pas assez sur ça. Est à ce moment-là la grande source, la grande énergie contre-démocratique qui réclame qu'ils s'en aillent tous. Ce grand mouvement dégagiste de l'extrême droite classique, le Tea Party est le premier à le porter, et c'est à ce moment-là
que Donald Trump apparaît sur la scène politique. Il était connu comme ayant fait de la télévision. C'est une blague à la base, Donald Trump. Comme étant un promoteur. C'était genre un running gag. Immobilier qui avait réussi, mais il est une personnalité politique vraiment présente dans l'esprit et dans l'imaginaire des Américains à partir de ce moment-là, parce qu'il est celui qui dit, en effet, le Parti républicain est corrompu, le Parti républicain n'a aucun avenir, Obama est une menace, la gauche est une menace, la diversité est une menace. Vous savez pour qui la gauche était une menace dans les années 39 ? Bon, j'ai déjà fait la blague. Et il faut quelqu'un qui brise le système. Et il se trouve que je suis là. Si en 2016, le niveau de vie moyen d'une famille blanche américaine reste 10 fois supérieur à un foyer noir, 8 fois supérieur à celui d'un foyer hispanique, l'impression de régression est bien là. Cette étude de 2018, portée par 3 politologues d'universités du Washington et de Californie, elle montre que le soutien à Donald Trump durant la primaire républicaine de 2015 est marqué de façon inédite par ce que l'on appelle la conscience blanche. Un électorat sensible à des sujets tels que le péril civilisationnel, le danger supposé des immigrés et la supposée discrimination des Blancs. En 2015, Donald Trump est bien intronisé candidat des Républicains à l'élection présidentielle qu'il remporte ensuite pour devenir 45e président des États-Unis. Pour synthétiser, l'élection d'Obama, perçue pour certains comme l'aboutissement total des droits afro-américains, a aussi été perçue par une partie de la population américaine comme la fin d'un establishment blanc, en place depuis la création des États-Unis, et à ça, il faut ajouter une situation économique très difficile au lendemain de la crise des subprimes de 2008, et qui a brisé ce contrat libéral entre le Parti républicain et ses électeurs, créant un appel d'air à son aile la plus radicale. Si nous avons compris le départ et l'accélération trumpiste, quand survient l'accident ? C'est pas un accident. C'est encore une fois mon gros point de désaccord avec la vidéo. Genre, comment tu peux parler d'accident quand tu parles d'un pays en expliquant qu'il s'est construit sur la race ? L'accident, c'était en 1778, c'est ça ? Pendant que j'étais en train de décrire ma vie. Puis ouais, ça fait. En fait, je trouve que ça nourrit un petit peu l'idée que le fascisme serait une exception historique. Que c'est juste les pires années de l'histoire de l'humanité, ce genre de truc. Tu vois. Alors que c'est pas le cas. Genre, c'est la continuité logique du colonialisme et de l'impérialisme européen, genre. Vidéo, après avoir fini mes recherches, je partageais mes réflexions avec un ami et il me disait que, eh bien, il gardait pas de souvenirs particulièrement catastrophés du premier mandat de Donald Trump en 2016. Et c'est vrai que je me suis posé la question, pourquoi est-ce qu'en France, finalement, on garde pas un souvenir ? Par contre, c'est trop près. Moi, je mettrais la caméra un peu plus loin, quand même. Si négatif. Ou en tout cas, si catastrophique du premier mandat de Donald Trump en 2016. Je crois qu'il y a eu un petit peu une fascination pour un personnage qui... Oui, c'est ça, ça diabolise le fascisme au lieu de comprendre qu'en fait, il a jamais vraiment disparu et qu'il a toujours un peu été là. Qui était à la fois grotesque et en même temps qui faisait écrire beaucoup de papier. Il n'était pas un jour sans qu'une de ses outrances ne fasse rire ou ne suscite des commentaires. Il y avait en effet une tentation de le considérer, je pense, comme un accident, comme un petit coup de folie des États-Unis, une ébriété. Et donc on allait... Bah oui, mais faites pas la même chose du coup avec le second. On allait sortir de ça avec un peu mal à la tête, mais que ça n'était pas si grave. L'aspect singulier de la politique de Trump, c'est l'utilisation de la violence d'État dans les mots, mais aussi dans les actes. John Ross's cell phone, he's now been identified as the agent who was there on Wednesday. He's accused of firing the shots that killed Renee Good. Meanwhile, thousands taking part in an anti-ICE march in Minneapolis today, carrying signs. Et ils ont pas l'air si peu angoissés, tous ces gens. Non, vraiment, les États-Unis et leur paix sociale depuis qu'il y a la police ICE. Merci Sardoche pour tes analyses en profondeur. Hein. Genre, la paix sociale selon Sardoche, genre. Showing their support for Alex Preddy. C'est fou la résonance avec la France à Macron. Mais en fait, ça, les gens, normalement, vous connaissez la réponse. C'est parce qu'encore une fois, on n'est pas différents pays qui pratiquent différents impérialismes. Il y a un grand impérialisme qui, basiquement, profite aux Blancs, profite aux hommes et profite aux bourgeois. Et au sein de cet impérialisme, il y a des États-nations qui peuvent être en concurrence les uns avec les autres.
Mais la raison pour laquelle on voit autant de parallèles avec à la fois notre histoire, les prises de position de nos politiciens, les mouvements de fou, tous les parallèles qu'on peut voir depuis le début sont liés à ça en fait. Sont liés au fait qu'on partage un même modèle et que surtout on est tous à la fois en compétition et en collaboration dans ce même modèle. C'est pour ça, genre que, encore une fois, je fais la vidéo sur les États-Unis, c'est pas pour donner des leçons aux États-Unis et dire, regardez, le nazisme vient des États-Unis. Tout comme quand je parle des nazis d'Allemagne, c'est pas pour dire, c'est eux qui ont inventé ça. C'est à chaque fois pour expliquer que, en fait, on a la même chose en France. Nous, avec le Code Noir, avec l'affaire Dreyfus, avec la colonisation d'Algérie, avec tout le reste des autres colonies, en Afrique, en Asie aussi. Genre, par exemple, on était en Afghanistan avant les États-Unis, tu vois. Genre, on était... Ah non, pardon, j'ai confondu avec... je suis trop conne, j'ai confondu avec le Vietnam. Mais on a eu une guerre du Vietnam avant les États-Unis, sauf que nous, on appelle ça la guerre d'Indochine. Mais c'est le même territoire, hein. C'est la même continuité. C'est juste que le grand pays impérialiste à l'époque de l'Indochine, c'était nous. Et ensuite, ça a été les US, quoi. Ça a été un vrai passage de bâton. Mais en soi, les gens sur le fond, on est d'accord. Enfin, notre pays est pas moins responsable et pas surtout moins... n'a pas moins d'ADN fasciste que les États-Unis. Genre, littéralement, toute la renaissance et la modernité occidentale s'est construite sur l'esclavage. C'est construite sur la colonisation. Ça prend des formes différentes, parce qu'on est moins... comment dire ? Je dirais qu'on est un peu moins extravagant que les États-Unis dans la façon dont ça s'exprime. Mais on est vraiment pareil sur le fond, à tellement de niveaux, tout le monde. Genre vraiment. Genre moi, si je fais la vidéo sur les US, c'est pas pour vous dire, regardez, encore une fois, c'est pas pour vous dire, regardez, c'était des nazis avant les nazis. C'était des nazis avant les nazis, mais nous aussi, en fait. Federal agents shot and killed him while he was taking part in a demonstration yesterday. Oui, après, c'est vrai qu'on se rapproche de plus en plus du côté avec ces news et tout, ça s'américanise même dans l'expression, je suis assez d'accord. Et c'est vrai que Sarkozy était déjà un peu là-dedans, le président bling bling et tout. Elle est extrêmement présente sous Obama. Oui, et puis c'est vrai qu'on a, surtout t'as raison de le préciser, merci au rayon cosmique. On a encore des colonies, surtout, genre... encore une fois, Kanaki, c'est une colonie. Guyane et tout. Black Lives Matter se crée sous Obama. Obama envoie son ministre de la Justice. Il y a des juges, il y a des procès, il y a des policiers qui sont poursuivis. Donc tout cela existe déjà. Ce qui est de nouveau et ce qui est une rupture fondamentale. Merci madame. Regardez, en fait, je comprends l'angle de Rivenzi de chercher à opposer le mandat d'Obama avec le mandat de Trump. Mais là, elle dit les termes un peu. Son ministre de la Justice. La brutalité policière, elle est extrêmement présente sous Obama. Black Lives Matter se crée sous Obama. Obama envoie son ministre de la Justice. Il y a des juges, il y a des procès, il y a des policiers qui sont poursuivis. Donc tout cela existe déjà. Ce qui est de nouveau et ce qui est une rupture fondamentale avec Donald Trump. C'est une continuité. C'est là où on n'est pas d'accord. C'est deux choses. C'est que la violence de l'État, ça n'est pas une... Genre, tout ce qu'elle dit, c'est pas une rupture dans la guerre à la drogue ou la guerre au terrorisme, c'est juste une continuité logique. Une défaillance de certains corps, c'est un ordre qui est donné. En fait, le problème avec la notion de rupture et la notion d'accident, c'est que du coup, t'as l'impression que c'était un bon système jusqu'à ce moment où il y a eu un switch qui en a fait un système horrible. Genre, non. Du plus haut niveau, que la démocratie soit violée et que les droits des Américains soient massacrés, soient considérés comme parfaitement négligeables et que la Constitution ne soit aucune protection, premièrement. Et puis cette contre-pulsion, ces corps institutionnels qui viennent en contrepoint pour demander réparation, pour demander justice, ils ont été complètement démonétisés. Il n'y en a plus. C'est-à-dire que oui, il y avait de la violence policière avant Trump, mais il y avait des juges, il y avait des mouvements sociaux, il y avait... Oui, et puis la justice n'était pas raciste, bien sûr. Alors pas de police des polices, mais il y avait à l'intérieur de l'institution des demandes, un congrès qui pouvait intervenir. Aujourd'hui, il n'y en a. Et moi, c'est vraiment ça c'est des takes qui me dérangent en fait, c'est que genre, dire que ce qu'on a aujourd'hui, c'est genre fasciste ou proto-fasciste, comme tu préfères, ça veut pas justifier que ce qu'on avait avant dans le système libéral, en fait, c'était parfait, c'était pas un problème. Genre, désolé, mais non, genre, le fait qu'il y avait des juges et tout, c'était déjà un souci. Ça a toujours été un souci. La dimension raciste derrière la justice, elle a toujours été là, en fait. Plus.
Juste ça va plus vite maintenant. Et en plus, ce ne sont pas quelques commissariats ou une institution qui structurellement se rend coupable de violences. Genre, littéralement, l'univers carcéral américain a toujours été pensé comme un système de gestion des populations racisées. Ça n'a jamais été autre chose. Et n'a jamais eu pour objectif de diminuer la criminalité, ce genre de truc. Et de brutalité, mais c'est sur ordre une agence fédérale, la police de l'immigration, qui se rend dans toutes les villes avec pour but explicite de terroriser la population. Ça n'est pas protéger la population, y compris contre un... Littéralement, les SA. Souvent, on est en mode les nazis, c'était les SS, mais genre là, il y a aussi un petit peu quand même, un peu ça, tu vois, genre... Un ennemi illusoire, c'est terroriser la population. Et ça n'a jamais existé. Qu'un président des États-Unis, sans l'aval du Congrès, si tant est que le Congrès puisse dire quoi que ce soit, donne l'ordre à une police politique d'aller se rendre dans les villes démocrates, si possible... Parce que pareil, ça, allez écouter Chapoutot, il en parle très très bien du fait que les nazis n'étaient pas des étatistes. C'est-à-dire que souvent on s'imagine les nazis, avec tout le discours qu'on a eu sur le totalitarisme, on s'imagine que les nazis, voilà, c'était des gens qui adoraient se soumettre à un dirigeant, qui allait tout leur dire, etc. Si dans les cas est un peu vrai, c'était une dictature. Mais les nazis se percevaient comme étant anti-étatiques, et eux ils prônaient la destruction de l'État, non pas son abolition, mais sa destruction, progressivement, en atomisant l'État avec plein d'agences, histoire de les rendre plus indépendantes. Ce qui favorise également les abus, tu vois, parce que du coup, t'as moins de contrôle. Et ce qui favorise, on va dire, un démantèlement progressif de l'État en plein de petites agences dirigées par des leaders puissants qui savent quoi faire instinctivement, ce genre de truc, tu vois. Pour être un truc de flexibilité, tout ce que tu veux. Oui, puis la privatisation rentre aussi dans cette mécanique-là. Dans des villes qui sont dirigées par des femmes ou par des personnalités de couleur, pour explicitement terroriser la population. Et en disant à ces agents, vous êtes protégés, vous aurez l'immunité, ça n'a jamais existé, jamais. Et que deux policiers, enfin en l'occurrence plusieurs policiers se rendent coupables de tuer des citoyens blancs, que l'ensemble... J'invite cette dame à vraiment s'intéresser plus en profondeur à l'histoire des violences policières, autant aux États-Unis qu'en France. Des pouvoirs se rassemblent pour dire ces policiers ne seront pas poursuivis, ils n'ont pas été coupables de quoi que ce soit. C'est sans précédent, y compris du temps de l'esclavage. C'est un mensonge. Désolé, mais non. Enfin, non. Bah non. Non. Ça ne correspond pas à l'histoire de la police. Et encore une fois, genre, je vous renvoie à ce bouquin, La guerre globale contre les peuples, écrit par le vénérable Mathieu Rigouste. Merci à lui pour toutes ces datas. Ça raconte l'histoire de, de la militarisation progressive de la sécurité dite intérieure. Et donc de comment est-ce qu'on a construit les armes de répression genre au fur et à mesure des différents pays impérialistes. Donc ça va parler de l'Angleterre, de l'Allemagne, de la France, des États-Unis, de l'Algérie, tous ces trucs-là, tu vois. Et bah non, en fait, c'est désolé, mais ça, encore une fois, c'est un problème, genre, de penser que la police a déjà été quoi que ce soit d'autre qu'un système de gestion coloniale et raciale, en fait. Littéralement, on utilise la première utilisation de l'histoire des empreintes digitales, c'est pour retrouver des esclaves. La première utilisation par les policiers de chiens, c'est pour renifler et retrouver des esclaves à l'odeur. Je veux dire, faut arrêter avec cette idée que genre, la police a déjà été autre chose que ça, en fait. C'est pas parce que de temps en temps, elle fait autre chose, en mode, tu peux les appeler quand il y a du tapage nocturne, que à la base, c'est pas ça, quand même. Et puis, même la notion de tapage nocturne, bref, on pourrait revenir là-dessus. En résumé, cette violence d'État qui s'ajoute à la brutalisation des institutions démocratiques, des relations diplomatiques, participe à une rupture inédite dans la politique américaine. Un accident dont nous tentons d'évaluer le danger, mais dont les conséquences nous sont encore inconnues. Eh ben moi je suis pas d'accord avec tout ça, genre je suis pas d'accord sur le fait que c'est un accident. On va voir ce qu'il dit par la suite. Bon, vous avez bien cliqué sur cette vidéo pour qu'on réponde à une question. Le Trumpisme est-il un fascisme? Il est en train de devenir une forme de fascisme, en sachant que, contrairement à ce que beaucoup disent, le fascisme, ça n'est pas Adolf Hitler de 1933 à 1945. C'est une tradition politique qui vient d'une hyper-radicalisation de la pensée d'extrême droite qui se fonde sur une forme de violence. Hyper-radicalisation de la pensée d'extrême droite. Non, c'est juste les conséquences logiques de la pensée d'extrême droite, en fait. Politique, de volonté de... Genre, en fait, t'as pas besoin
de radicaliser l'extrême droite pour qu'elle devienne fasciste au bout d'un moment. Stop avec ça. De pur... C'est à la limite une radicalisation du libéralisme, je suis d'accord avec ça. Mais pas de l'extrême droite en tant que telle. Du corps social, de renaissance par l'exercice. Ouais, c'est ça, elle prend des pincettes avec des baguettes pour essayer d'attraper un grain de riz, genre. Derrière l'obéissance à un homme providentiel, d'une violence destinée aux ennemis de Littéralement l'histoire des pères fondateurs. l'intérieur qu'il faut écraser. C'est une forme d'hyper-violence d'extrême droite qui... Hyper-violence d'extrême droite, mais genre, il n'y a pas besoin de rajouter autant de superlatifs. C'est la violence d'extrême droite. Qui est celle tout court de Donald Trump incontestablement, qui est déjà celle de l'État américain, mais qui n'est pas celle des États-Unis. On va leur trouver des excuses pendant combien de temps encore? Sérieusement. Les États-Unis aujourd'hui ne sont pas un pays fasciste. Leur président, les certains... Non, voilà, ils ont juste un dirigeant fasciste, un État fasciste, une idéologie fasciste basée sur la race. Mais voilà, le mec est pas encore élu à vie, donc j'imagine que pour eux c'est pas suffisant, quoi. L'État en place est dans une voie de fascisation très très avancée, et ce que cela doit nous permettre de penser, c'est que derrière toute violence d'extrême droite et derrière le pouvoir politique de l'extrême droite, il y a comme horizon toujours le lynchage, les camps d'internement et la violence arbitraire contre les plus vulnérables. Mais ce qui est en train d'arriver aux États-Unis aujourd'hui, genre, désolé, mais en fait, comment tu peux être en mode non, les États-Unis c'est pas déjà un pays fasciste alors qu'ils organisent déjà des rafles pour envoyer des immigrés dans des camps? Quand ils organisent déjà des espèces d'autodafé numériques pour effacer toute trace de transidentité de tous les travaux universitaires, comme à l'époque de la première autodafé des nazis. Comment tu peux ne pas voir ça? Ça m'énerve. Genre, je suis désolé, c'est un de pays qui organise des déportations massives en fait. Il y a déjà des camps. Il y a déjà une Gestapo. Genre, quand est-ce qu'on va se réveiller? Quand est-ce qu'on va se dire que peut-être qu'enfin on arrive à la fin de l'aboutissement d'un processus d'hyper-radicalisation de la méga-violence de l'extrême ultra-giga-droite? Nique-toi en fait, genre, c'est bon, c'est déjà un pays fasciste. Genre, il y a littéralement des gens très sérieux dans des organisations internationales très sérieuses qui mènent des études pour démontrer qu'aujourd'hui, aux États-Unis, il y a organisé un génocide des personnes trans. Est-ce que c'est suffisant avant de réagir, plutôt que de se dire éternellement que peut-être qu'en fait on n'y est pas encore tout à fait, que c'est pas très exactement ça? Des rafles! Ils organisent des rafles! Et un génocide à Gaza! Quand est-ce qu'il va falloir, genre, je sais pas, ouvrir les yeux sur ça? Parce que tout fascisme est une forme de pulsion de mort, il y a à la fin le régime qui se retourne contre lui-même. Déjà des blancs sont tués, mais à la limite, je m'en fous, putain! Demain, au sein du Parti républicain, il y aura... Il n'y a pas besoin d'attendre que des blancs soient visés! Des punitions et des violences. Et donc, c'est la démocratie formelle, la démocratie superficielle qui masquera cette dérive de l'État et d'un pays tout entier. Donc, si ce terme doit être utilisé, c'est parce qu'il doit nous appeler à réfléchir à ce que peuvent devenir les États-Unis et surtout nous alerter sur l'intensité de la résistance qui doit être mise en place. Are you affirming that you think President Trump is a fascist? I've spoken about... That's okay, you can just say okay. Okay. That's easier. En novembre... Encore une fois, Elon Musk, qui, en plus de ça, a pris la direction d'une agence étatique qui correspond très exactement au modèle d'agence dont je vous ai parlé précédemment, qui correspond au modèle d'organisation des nazis, a fait 2 saluts nazis pendant la cérémonie d'investiture de Donald Trump. Est-ce que on peut dire que c'est des nazis? Ils sont organisés pareil, ils pratiquent les mêmes politiques, ils ont la même vision de la race. Prochain, les élections législatives de mi-mandat doivent venir ponctuer le 2e mandat du 45e et 47e président des États-Unis. Le 15 janvier dernier, il déclarait « C'est un truc psychologique profond, mais quand vous gagnez la présidence... » Oui, c'est ça, ils ont les mêmes symboles. Genre, attends, ils ont repris le rouge et le blanc des nazis, ils ont mis du bleu au milieu, ils sont en mode, c'est super. On a pareil en France, zut alors. Vous ne gagnez pas les midterms. Quand on y pense, on ne devrait même pas avoir d'élection. Une déclaration à propos de laquelle la porte-parole de la Maison-Blanche déclarait qu'il plaisantait, tout simplement. Eh bien, s'il plaisante, n'ayons pas peur de l'accident. Merci beaucoup d'être... Eh
ben non. Moi, j'ai pas peur d'un accident. J'ai peur de l'histoire. J'ai peur de l'histoire qui se répète toujours et encore. Et j'ai vraiment du mal avec tout ce discours autour de ce serait un accident, en fait. Genre, non, c'est pas un accident. Genre, stop avec ça, c'est dépolitisant. C'est comme de penser que les nazis étaient un accident. Non, les nazis, ça n'a jamais été un accident. Le fascisme de Mussolini, ça n'a jamais été un accident. C'est des trucs qui ont des dimensions historiques précises, qui viennent pas de nulle part et qui, entre autres, ont toujours plus ou moins été un peu là. Et je suis désolé, c'est ça mon gros problème. Mon gros problème avec cette vidéo, c'est ce truc-là. C'est ce truc de parler d'accident pour un truc qui est en fait un mécanisme normal du capitalisme qui est déjà arrivé plusieurs fois. Et en fait, d'essayer de présenter ça comme une exception, mais genre en fait, au bout d'un moment, quand ça a toujours été des exceptions, genre les politiques raciales et ce genre de trucs, ça m'énerve. Je vous jure, les gens, ça m'énerve, premier degré. J'ai l'impression de hurler au loup, d'être cette meuf qui dit nazi pour tout le monde, mais non, en fait, genre, c'est là, c'est sous nos yeux, c'est le même fonctionnement, les parallèles sont évidents, genre, c'est trop tiède comme conclusion quand t'as expliqué les dynamiques historiques qui ont mené à l'émergence du fascisme américain, comme que tu as expliqué à quel point c'était proche du nazisme, que c'est déjà là. Genre, c'est un recours du capitalisme en crise, comme chaque de vague réactionnaire avant elle, genre, vraiment, enfin. Moi, j'ai pas peur de l'accident, j'ai peur de l'histoire, en fait, parce que je l'ai déjà vu arriver, tu vois, genre, c'est des trucs qu'on peut étudier, enfin. Ça me saoule un peu, quoi. Ça me saoule un peu. Et genre, je trouve ça toujours trop tiède, je suis désolé. Après, bon, voilà, c'est les youtubeurs un peu mous quoi au niveau des trucs de gauche qui sont quand même des gauchistes, genre en vrai force à Rivenzi, c'est vraiment bien d'avoir fait cette vidéo là, tu vois, genre objectivement c'est plutôt une bonne chose et on l'attendait pas forcément sur ça. Quand tu regardes un peu son début de carrière, encore une fois, moi je suis assez agréablement surprise et je vais pas me plaindre que un des plus gros youtubeurs streamers qu'on a en France fasse une vidéo pour parler de ça, fasse une vidéo pour expliquer qu'en fait il y a un ADN racialiste hyper important aux États-Unis depuis toujours, tu vois. Genre, je suis contente qu'il fasse ça. Après, moi, mon rôle, c'est aussi de dire que ça va pas assez loin, c'est aussi de dire que concrètement, genre, la conclusion, c'est un peu une demi-molle, que ouais, le discours reste pas mal à côté de la plaque sur certaines choses, un peu trop psychanalysant aussi, tu vois, genre parler de pulsions, de machin, de trucs, etc. Et c'est des dynamiques matérielles, hein, c'est des dynamiques très concrètes, tu vois, qui mènent à tous ces différents trucs par rapport à la politique. Et ça reste intéressant pour moi d'avoir regardé cette vidéo-là, justement après qu'on ait vu les takes d'un mec qui prétend être genre vraiment un espèce de libéral, etc. Parce qu'au final, voilà, ça nous éclaire sur quelque chose. Et ça va être ma conclusion d'aujourd'hui. Si on revient un peu sur Sardoche, et sur tout ce qu'a raconté Sardoche, genre, est-ce qu'il est d'extrême droite, Sardoche? Ce qui est sûr, après tout ce qu'on a vu là, quand on reprend toutes ces takes qu'il a défendues chez Valeurs Actuelles, bah, Sardoche, c'est surtout un Américain mental. Avant tout, en fait. Et du coup, ça en fait un nazi. Un peu, quoi. Parce que, donc, en fait, ça reste la même chose. Donc, en fait, au final, ça, c'est plutôt cohérent. Je suis plutôt... Oui, je suis en cohérence avec moi-même, quoi. Après ces deux reacts. On va pas se mentir. Donc, sur ça, on va conclure. Comme la plupart des droits tardés. Non, mais exactement. Mais en fait, c'est parce que, fondamentalement, ces gens-là sont avant tout des impérialistes, tout le monde. Genre, c'est vraiment ça qu'il faut voir. Genre, désolé, mais... Sardoche, qu'il le veuille ou pas, mais quand il te parle de population inassimilable, il a un discours de suprémaciste blanc. Parce que c'est le discours des littéral suprémacistes blancs du Ku Klux Klan de l'époque. Genre, c'est le même discours. C'est lui qui passe son temps à dire on est trop orienté, machin, etc. Écoute, je prends son discours de façon parfaitement neutre, parfaitement objective, je le compare à des discours qui existent déjà, c'est les mêmes. Voilà. Oui, bon, après, je suis d'accord sur le fait que déjà accepter une invitation à Valeurs Actuelles, ça en dit déjà un peu long sur ton bord politique, mais bref. En tout cas, on va couper ici cette capsule, du coup, autour des États-Unis, des États nazis d'Amérique, pardon. Moi, je continue à péter mon crâne sur le mot. Quand est-ce qu'on va enfin accepter que non, c'est pas une hyper radicalisation exceptionnelle et accidentelle
nanani, nanani, nanana. Et d'ailleurs, tiens, pour conclure, c'est bien aussi ça. Vous savez un truc, un gros événement qu'on a eu en tout début d'année, qui est aussi une preuve que c'est pas un accident ce qui est en train de se passer. Dont en plus, Rivenzi a parlé au début de la vidéo. Non, je pensais même pas au Venezuela. Je pensais à Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein, quand tu lis les documents qui ont été révélés, tu apprends plein de trucs. On t'apprend que c'est un pédo, t'apprends qu'il y avait des dièses vraiment trop cringe par rapport à des rituels chelous, t'as tous ces trucs-là, tu vois. Mais t'as surtout toute la radicalisation de la bourgeoisie vue par Epstein. Tu vois en direct, année après année, comment un mec comme Epstein est passé d'un libéral démocrate pro-business, mais aussi pro-tolérance, parce qu'en fait, il veut aussi pouvoir vendre des trucs au noir, à littéralement un nazi. Un littéral nazi. Genre, vraiment, Epstein, dans les Epstein Files, il fait des références à Hitler, tout le temps. Et c'est pas un accident que, d'un seul coup, les gens puissants, les possédants, ceux qui peuvent influer, genre, sur la politique et sur les opinions médiatiques, genre, se soient radicalisés comme ça. Littéralement, c'est explicable, en fait. C'est explicable et c'est pas la première fois que ça arrive. Genre, moi, vraiment, c'est ça qui me dérange dans le discours de la vidéo. C'est le côté exceptionnel, c'est le côté machin, etc. Je suis d'accord avec quasiment tout, sauf ça. Genre ça, non. Non, désolé, mais tu peux pas comparer la police de maintenant de Donald Trump en disant que elle subit un régime d'exception qui n'avait même pas cours pendant l'esclavage. C'est faux. C'est faux. Pendant l'esclavage, on lynchait des noirs. Genre, comme ça. Et littéralement, l'origin story de la justice transformatrice, c'est les moments où on accusait à tort des noirs de violences sexuelles et qu'on les pendait. Et du coup, on s'est dit, mais si jamais genre ils commettent vraiment des violences sexuelles, comment on a justice sans qu'ils finissent par mourir le ref? Littéralement. Je sais pas, des régimes d'exception pour la police, il y en a eu d'autres en fait. Enfin bref, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là, tout le monde. On va s'arrêter là, tout le monde. Pour cette vidéo-là. Ça restait quand même, globalement, une des meilleures vidéos quand même dans l'histoire. Enfin, une vidéo qui parle d'histoire et qui parle en gros de l'époque nazie. Enfin, qui parle de à quel point les Américains sont des nazis mentaux et tout, etc. Donc très bien. Merci YouTube. N'hésite pas à lâcher un commentaire, un pouce bleu, un boost aussi si c'est possible. N'hésite pas à me filer de l'oseille sur Tipeee. Tous les liens sont en description, bien sûr. Tu peux aussi me soutenir sur Tipeee. Attendez, j'ai pas déjà dit ça? Bref, désolé, à force de répéter. Sinon, je suis en stream tous les dimanches, mardis et jeudis soirs, entre 18 et 19h à peu près, jusque minuit, 1h du mat. N'hésite pas à passer nous voir. Kiss YouTube.